nous sommes une espèce sexuée. J'imagine que je ne vous apprends rien et que je vous apprends pas non plus que nous ne sommes pas la seule. Et de plus, les espèces sexuées sont différentes les unes des autres. Chez les mammifères, la différence entre les sexes s'étend à un ensemble de caractéristiques comme le fait d'avoir un pénis ou une vulve, la possibilité de grossesse et la présence de glandes mammaires pour nourrir les petits chez la femelle, les chromosomes, etc. Mais on ne retrouve pas les mêmes différences chez toutes les espèces sexuées. Chez les oiseaux, par exemple, les femelles n'ont ni mamelles ni utérus. Chez certaines espèces sexuées, le pénis et la vulve sont inexistants. Dawkins, comme plusieurs autres biologistes, fait valoir que la seule différence entre les sexes qui demeure vraie pour toutes les espèces, c'est le type de gamètes. Les gamètes mâles sont de petite taille et ils exploitent les gamètes femelles de beaucoup plus grande taille. Le gamète femelle nourrit l'embryon qui devient un nouvel organisme. Dawkins écrit: cependant, il y a une caractéristique fondamentale entre les sexes que l'on peut utiliser pour qualifier les mâles de mâles et les femelles de femelles chez les animaux et chez les plantes. En effet, les cellules sexuelles ou gamètes mâles sont beaucoup plus petits et plus nombreux que les gamètes femelles. Et comme vous savez sans doute, chez l'espèce humaine, on appelle les gamètes mâles des spermatozoïdes et les gamètes femelles des ovules, ou encore un terme plus scientifique, des ovocytes. Alors, ça fait partie de ce que la biologie nous apprend sur l'être humain. Notre espèce se caractérise par la différence sexuée. Et Dawkins ajoute, à propos des gamètes, ouverture des guillemets, comme nous le verrons, il est possible de dire que toutes les autres différences qui séparent les deux sexes proviennent de cette seule et unique chose. C'est-à-dire que le corps et aussi le comportement, dans une certaine mesure, va s'organiser en fonction du type de gamète qui est produit. Je le spécifie étant donné le contexte actuel avec la popularité grandissante de ce que d'aucuns appellent la théorie du genre et surtout avec les dérives liées à cette soi-disant théorie. L'idée selon laquelle le sexe est un spectre et non une division binaire qui aurait une variété de sexes s'est imposée dans certains milieux, y compris dans des départements d'université. Mais quoi qu'en disent certains, cette idée-là, elle n'est pas compatible avec la théorie de l'évolution. Et Dawkins a d'ailleurs provoqué la controverse récemment en critiquant publiquement certaines prétentions des militants du genre. Alors, sans m'éterniser trop là-dessus parce que c'est pas le sujet de la série, la théorie, ou plutôt je préfère dire l'idéologie du genre, c'est comme le créationnisme. Ça va à l'encontre de la théorie de l'évolution, une des théories scientifiques les plus solides. Helen Joyce a bien développé là-dessus dans un livre paru en 2021. Notre espèce se divise en deux sexes. Les femmes, les femelles qu'on appelle les femmes, et les mâles qu'on appelle les hommes. Chaque humain normalement développé produit un seul type de gamète parmi les deux existants, et le corps humain s'organise différemment selon le sexe. C'est un résultat de l'évolution. Alors, puisque nous sommes une espèce sexuée, la reproduction implique un mâle et une femelle, autrement dit, un homme et une femme. Pour continuer avec la conception de l'être humain, chaque humain est donc le résultat d'un programme génétique dont la moitié lui vient de son père,
et l'autre moitié de sa mère. Biologiquement, étant donné que nous sommes des mammifères, la part de chaque parent est asymétrique en ce qui concerne la reproduction. Alors, chacun des deux fournit bien entendu 50% du programme génétique de l'enfant, mais la femme a une part beaucoup plus importante dans la reproduction puisque la gestation et l'accouchement lui reviennent. Et par la suite, quand vient le temps de l'éducation, ici je vous rappelle que Dawkins utilise le mot éducation pour désigner les soins apportés par les parents aux petits après leur mise au monde. Alors bref, quand vient le moment de l'éducation, l'allaitement revient aussi à la femme. Quoique dans nos sociétés modernes, c'est désormais possible de nourrir les tout-petits sans avoir recours à l'allaitement au sein. Et du coup, un père peut bien donner le biberon à son bébé. Et je vous rappelle que Dawkins n'exprime aucune opposition à ce que l'éducation des enfants implique des personnes qui ne sont pas leurs parents biologiques. Mais dans notre espèce, de façon générale, l'éducation revient aux deux parents, pas nécessairement à parts égales, ni forcément de la même manière pour chacun des deux parents, mais encore là, c'est quelque chose qui va varier selon les cultures. Et je vais revenir à nouveau sur cette spécificité humaine qui ressort de la lecture du gène égoïste. Nous sommes des êtres culturels. Mais avant, je poursuis avec les différences biologiques entre les sexes. Une autre différence notable chez les espèces sexuées, c'est que le mâle peut avoir plus de descendants parce qu'il produit plus de gamètes en plus d'être moins investi dans la mise au monde du petit. C'est vrai pour tous les mammifères, y compris l'humain. Un homme peut mettre simultanément plusieurs femmes enceintes, alors qu'une femme peut seulement être enceinte d'un homme à la fois. Et la grossesse est prolongée, en plus d'être presque inévitablement suivie par une longue période d'éducation de la mère. Ici encore, j'utilise le mot éducation dans un sens assez technique, c'est-à-dire les soins apportés au petit après sa naissance jusqu'à ce qu'il devienne autonome. Alors, dans le règne animal, c'est fréquent pour le mâle de s'accoupler avec le plus de femelles possible et de leur laisser l'entièreté de l'éducation. Mais il y a des espèces dans lesquelles le mâle doit participer à l'éducation et la nôtre fait partie de cette deuxième catégorie. Si on en revient aux deux types de gamètes, j'ai dit, ou plutôt Dawkins dit, comme plusieurs autres biologistes, que la division en deux sexes, c'est un résultat de l'évolution par sélection naturelle, et ça veut dire que la division en deux sexes a été avantageuse pour la reproduction. Et si on accepte l'idée de Dawkins que le gène est l'unité de la sélection naturelle, ça veut surtout dire que la division en deux sexes est avantageuse pour la réplication des gènes. Mais justement, pour que ce soit avantageux pour la réplication des gènes, il faut que ça donne lieu à des machines à survie qui se reproduisent de façon à permettre la réplication des gènes. Dawkins nous apprend que certains organismes primitifs sont encore de nos jours ce qu'on qualifie d'isogames, c'est-à-dire qu'ils se caractérisent par des isogamètes, des cellules sexuelles toutes pareilles, de même taille. Chez ces espèces-là, on ne peut pas distinguer deux sexes. N'importe quel gamète peut se combiner avec n'importe quel autre de la même espèce. La fusion de deux isogamètes donne lieu à la reproduction. C'est vraisemblablement comme ça que se faisait généralement la reproduction dans un passé lointain. Alors pourquoi est-ce que ça a été avantageux que certaines cellules sexuelles deviennent grosses et nourricières, alors que d'autres devenaient petites et mobiles? Qu'est-ce qui a fait que ça a été avantageux
au point d'être devenu la norme. Alors Dawkins l'explique à peu près comme ceci. Dans le contexte où la reproduction est isogame, un gamète un peu plus gros que les autres a un avantage parce qu'il donne un meilleur départ à l'embryon en lui fournissant une plus grande quantité de nourriture. Ça augmente donc les chances que ces gènes se répliquent parce qu'il permet à ses descendants de survivre, ce qui est une condition nécessaire pour qu'ils se reproduisent à leur tour et que les gènes continuent de se répliquer. Mais ça ouvre la porte à l'exploitation par les organismes aux gamètes plus petits. Les guillemets servent toujours à rappeler que les termes sont utilisés dans un sens inhabituel qui ne comporte aucune dimension d'ordre éthique. Alors bref, ceux qui produisent des gamètes plus petits peuvent en produire plus. Et s'ils copulent avec des organismes qui produisent des gamètes plus gros, ils peuvent se reproduire avec plus de partenaires. Ce qui vient aussi favoriser la réplication de leurs gènes parce que ça leur fait un plus grand nombre de descendants. Dawkins écrit « Ainsi, nous pouvons imaginer deux stratégies évolutionnaires sexuellement divergentes. Il y a la stratégie honnête ou du gros investissement. Celle-ci ouvrait automatiquement la voie à une stratégie de petit investissement ou d'exploitation. Une fois apparue la différence entre les deux stratégies, elle s'est amplifiée sans faiblir. Autrement dit, chacun des deux types de gamètes a son avantage. Le plus gros est plus sûr de nourrir l'embryon. Le plus petit peut féconder plus de partenaires. Des gamètes de taille moyenne n'ont aucun de ces deux avantages. Ils ne sont donc pas une stratégie gagnante. Une fois les deux stratégies établies, elles sont demeurées. Dawkins écrit « Les exploiteurs évoluèrent vers une taille de plus en plus petite et une mobilité accrue. Les honnêtes évoluèrent jusqu'à atteindre une taille de plus en plus importante afin de compenser les investissements de moins en moins importants des exploiteurs et devinrent immobiles. Vous aurez compris que par les exploiteurs, il veut dire les mâles, et par les honnêtes, il veut dire les femelles. Souvenez-vous que les mots sont utilisés dans un sens métaphorique. Dawkins cherche à décrire la nature et non à poser des jugements moraux. Mais bref, pour avoir du succès dans la sélection naturelle, il fallait produire soit des gros gamètes, soit des petits. Ce sont ceux qui produisaient l'un ou l'autre qui se sont reproduits et pas ceux qui produisaient des gamètes moyens. Pour le dire en une phrase, la sexuation permet de gagner dans l'évolution par sélection naturelle, gagner évidemment, et c'est pour ça qu'elle existe et qu'elle est aussi répandue dans la nature. C'est pour ça aussi que, comme je le mentionnais plus tôt, on ne peut pas considérer que le sexe est un spectre. Une différence s'est vraiment établie entre deux types de gamètes qui se combinent l'un avec l'autre. Il y a deux types et une combinaison possible et non pas une variété de types de gamètes avec une variété de combinaisons possibles. Ça va avoir une incidence sur l'organisation du corps et aussi sur les comportements. Je reviens là-dessus dans la capsule suivante.